dollars, la grime. Il faut regarder combien de volumes, combien de crimes qui quittent Kinshasa vers Matadi, Matadi qui prennent le paquebot pour le bâton pour arriver en Europe, à Anvers, etc. Et donc tout ce qu'on fait en France ou en Belgique, etc., ça c'est le bois qui vient du Congo. Vous voyez, et donc ça nous apporte rien. Aujourd'hui, hier nous avions 156 sociétés forestières qui visiblement ont postulé le titre de concession forestière. Aujourd'hui, ils sont une quatre-vingtaine. Sont évidents. Mais pour apporter quoi? Ben, vous voyez, on est dans une gouvernance qui visiblement est assise sur une corruption. L'administration forestière, il n'y a pas que l'administration forestière, les hommes de grande influence, etc., coopèrent avec les différentes entreprises et finalement, les individus gagnent gain de cause et notre peuple, qui aurait pu véritablement gagner quelque chose, n'y arrive pas. Aujourd'hui, Peter, vous savez, lorsque vous êtes dans les villages, avec les dispositions de l'article 89 du Code forestier, on donne la possibilité à ce qu'on réalise des actions socio-économiques en faveur de la population. Non seulement ça, dans un certain nombre de règlements, j'allais dire des arrêtés réglementaires, il est prévu qu'on puisse payer les communautés locales et ce qu'on peut appeler le redevance coutumière. Et vous allez voir, par exemple, mètre cube, ça va vous faire 0,5 $, par exemple. Si dans une concession de 1 million d'hectares, mais le village gagnerait combien? L'étude que moi j'ai menée, cher ami, non seulement on n'a pas approfondi les choses dans la perspective d'aider le village, ou j'allais dire le secteur ou le chefferie, encore qu'il n'y a pas des liens, même quand vous regardez la loi, il y a trop de déficits par rapport à ça, l'argent que le communauté locale devrait avoir en termes au prorata du volume d'exploitation de leur forêt aurait pu être versé dans le budget de ce que représente l'entité territoriale décentralisée, qui a un programme, qui a un budget, etc. Cette lien-là n'a pas été fait par la loi. Et aujourd'hui, dont nous parlons, les communautés locales même ne bénéficient même pas de cet argent. Quelques rares des cas, des petites sommes, etc., qui ne répondent pas naturellement au volume de bois exploité. Et donc, le gouvernement de la République, qui bénéficie des différentes taxes, notamment des taxes d'abattage, taxes de superficie, taxes, les redevances professionnelles, etc., parce que tout l'argent qui était destiné pour le reboisement, etc., écoute, cet argent, pour l'utiliser dans les différents services de l'État, parce qu'on ne fait pas véritablement le reboisement, etc. Et donc, le gouvernement de la République, qui aurait pu encadrer. Je salue les efforts qui sont faits aujourd'hui dans la perspective de pouvoir faire signer des clauses sociales entre les exploitants et les communautés locales, mais là aussi ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Il faudrait qu'on puisse accompagner ce processus jusqu'à la maturité, parce qu'aujourd'hui, les populations locales, lorsque l'on pose la question, ils ont exploité combien? Ils sont difficiles à vous donner véritablement ces chiffres-là, et donc il est difficile de pouvoir faire une revendication autour de quelque chose que l'on ne connaît pas. Et il faut donc faciliter la formation, encore que les moyens viennent du gouvernement de la République dans son secteur, dans son ministère bien précis, etc. Pour que cela se fasse, il ne faut pas entendre simplement la Banque mondiale, il ne faut pas entendre simplement l'Union européenne ou le PNUD, je ne sais pas, ou le PNUE pour faire des choses. Il faudrait que dans les budgets de la République, que ces dispositions d'encadrement de notre population se fassent dans la perspective de pouvoir assurer non seulement la sauvegarde ou la gestion rationnelle de notre forêt, mais également lutter contre la pauvreté. Mais il y a un problème, M. Yamba Yamba. Nous avons compris que la forêt ne contribue à rien au budget national, mais quelque part, le secteur minier contribue quelques pourcentages au budget national. Mais il faut maintenant, parce que le minerai se trouve dans la forêt. Est-ce qu'il faut abattre la forêt pour tirer le minerai afin de contribuer au budget national, ou il faut préserver la forêt, selon vous? Écoutez, aujourd'hui il y a un problème, cher Peter, parce que même dans le secteur minier, vous savez que le budget 2013 qui se discute au Parlement aujourd'hui, écoutez, n'a pas apporté grand-chose. On a juste 153 millions de dollars. 153 millions de dollars, Peter. Qu'est-ce que cela représente pour des centaines? Il faut aller au Katanga, vous allez voir combien de sociétés étrangères qui sont opérationnelles, qui font l'exploitation. On m'a même montré quelque part quelqu'un qui est arrivé finalement, il vendait le fromage, et lorsqu'il a pris la responsabilité d'exploiter le minerai, etc., il est devenu milliardaire aujourd'hui. Et le gouvernement de la République gagne
budget, 153 millions, mais ça ne représente rien. Lorsqu'on a plus de 200, et d'ailleurs, à l'époque de la GCAMIN tout puissant, écoute, on avait combien? Ça représentait pratiquement 75% de ce qui représentait le budget. Et aujourd'hui, on a plus de 200 entreprises, et on n'a que 153 millions de dollars. Là aussi, c'est un problème réel, cher ami. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut que les citoyens, il faut que la société civile, il faut que le parti politique, il faut que le gouvernement de la République, tous nous puissions dire que demain, lorsque nous voulons véritablement devenir un État émergent, il faudrait que nos ressources soient véritablement bien gérées dans le sens de bien sauvegarder, n'est-ce pas, ces richesses-là, ces ressources-là, en solidarité avec les générations futures, mais aussi, ça doit nous aider à satisfaire nos besoins. On ne peut pas manquer de l'eau, on ne peut pas manquer d'électricité. Moi, je vois par exemple la Tchangou, 5 millions d'habitants. On vous dit non, il n'y a pas d'électricité. Les quelques rares maisons, encore que l'intervalle moyenne, c'est justement 7 à 2 semaines pour avoir l'électricité, etc. Et alors maintenant, il faut dépenser combien? À l'époque, nous avons fait une étude où on nous a dit, bon, il faut 5 millions de dollars. Avec les moyens d'État, mais 5 millions de dollars carrés, ça représente combien? Regardez simplement un garçon qui va à Butembo, non, j'allais dire, à la frontière de Bandundu et l'Angola, là, lorsque je vis des garçons ramener des millions de dollars, simplement parce qu'ils ont exploité les diamants, etc. Mais pourquoi nous, on est véritablement un grand pays où l'on exploite les diamants industriels, le diamant de joaillerie, etc. Il n'y a pas que ça. Le coltan aujourd'hui qui visiblement fait la beauté et l'orgueil de beaucoup de pays à travers le monde aujourd'hui, ça vient du tout. Qu'est-ce qui explique que nous, on ne peut pas avoir les moyens pour satisfaire nos besoins? Et lorsqu'on arrive à un budget de 7 milliards de dollars, on dit non, on a fait beaucoup d'efforts et donc on est allé au-delà simplement parce que Mobutu n'a jamais dépassé 1 milliard de dollars. Mais écoute, par rapport aux besoins de notre peuple, par rapport aux potentialités qui sont les nôtres, par rapport aux possibilités, comment pouvez-vous expliquer que nous ayons 7 milliards de dollars? Et quelqu'un nous disait, j'allais dire le panel des professeurs qui ont réfléchi par rapport au budget de notre pays, lorsqu'on arrête la corruption en proportion de 30%, on peut avoir un budget de plus de 55 milliards de dollars. Il faut voir simplement toutes ces ressources minières, ces ressources forestières, etc. La corruption qu'il y a autour de ça. Eh bien, écoute, c'est une corruption incroyable. Et alors maintenant, si tout cet argent était versé dans les trésors publics et que cet argent servirait naturellement à rafflouer les caisses de l'État pour permettre à ce qu'on puisse avoir un budget responsable, avec un système de monitoring où la société civile est regardante, où la Cour des comptes, où l'inspection générale des finances, les services de renseignement, la justice indépendante, et le Parlement faisant son travail comme il se doit, je crois qu'on peut arriver à profiter véritablement de ce que Dieu nous a donné comme richesse. Oui, M. Norbert, vous avez parlé. Est-ce qu'il y a un remède à tout ça, à tout ce que vous avez dit? Est-ce qu'il y a une solution que vous pouvez apporter aujourd'hui à tous ces problèmes? Écoutez, notre pays, c'est notre église, c'est notre village, c'est notre plantation. Dieu nous a dotés. Quelqu'un disait que vraiment Dieu était fatigué, il a tout laissé au Congo. Et il a tout laissé au Congo, et lorsque les autres pays sont venus se réclamer, Dieu leur avait dit, bon, j'ai tout laissé au Congo, c'est vrai, mais je leur ai enlevé l'intelligence, et vous profitez-en. C'est comme ça que c'est véritablement un espace où tout celui qui veut vraiment profiter au maximum vient se ressourcer parce que les graines pourries sont capables de bien germer étant donné la fertilité qu'il y a dans notre pays. Écoutez, il ne faut pas céder en de pessimisme. Ce qui est vrai, c'est que chacun doit faire véritablement son travail. Nous avons le gouvernement de la République qui a ses prérogatives d'assurer le progrès en organisant la République, en restructurant la République et en mettant des moyens conséquents, etc. En mettant un système de contrôle, de suivi. Aujourd'hui, la loi assure la passation de marché, elle est disponible, etc. Il y a des mécanismes qui visiblement permettent à l'État d'affirmer son leadership. Ces mécanismes sont là. Il faut véritablement y arriver en luttant contre la corruption. Et là, pour lutter contre la corruption, il faut que les structures de dissuasion, notamment les parlements, le Sénat, l'Assemblée, quittent le logiciel en ligne des caisses de résonance pour véritablement assumer les responsabilités en tant que des chambres de représentation de notre peuple, encore qu'il y ait une société civile. Cette société civile, à la fois générale et environnementale. Il ne faut pas une société civile qui fait essentiellement déclaration, mais qui n'a pas la maîtrise, qui n'a pas les dossiers techniques, qui n'a pas la banque de données, qui ne sait pas faire de perspectives. Ça, on en a besoin aujourd'hui.
on ne peut pas négocier la technique. La technique est non négociable. Et la société civile doit démontrer qu'elle a véritablement la technique par rapport à ces questions-là. Mais là, il y a une répartition de rôles. Les associations environnementales, allez dire la société civile environnementale, doit réfléchir parce qu'elle a la technicité et doit ramener le paquet au niveau de la société civile d'une manière générale sur des questions véritablement d'intérêt général. Encore que, aujourd'hui, plus que jamais, les partis politiques doivent comprendre que lorsqu'on ne gère pas l'environnement, on ne saura plus gérer la société. Et qu'aujourd'hui, plus que jamais, les différents départements au sein des partis politiques soient opérationnels. Qu'aujourd'hui, qu'on ait véritablement la photographie de la chose, encore que ces partis politiques travaillent dans la perspective de pouvoir relever le défi. Aujourd'hui, nous avons quelques partis politiques qui sont des partis politiques écologiques ou des partis verts, etc. Mais ces partis-là n'ont pas encore véritablement fait leur travail. Ils ont copié les Occidentaux, peut-être dans la perspective de se positionner politiquement, ou dans la perspective également d'avoir un partenariat à l'extérieur. Bon, c'est déjà quelque chose, le fait de pouvoir mettre en route ce type de partis politiques, encore que ça quitte les logiciels de malignité pour avoir, je ne sais pas, tel ou tel, ça te fait tel ou tel intérêt. Et qu'ensemble, partis politiques, société civile, les exploitants forestiers, les communautés locales, le gouvernement de la République qui assume le pilotage et le leadership, tous comme un seul homme, nous pouvons relever le vrai défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté dans le peuple en profitant au maximum des différentes ressources que Dieu nous a données. Merci, M. Norbert Yambayamba. C'est celui-là votre modèle d'affaires. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à toute l'équipe de l'Info Environnement et principalement à l'éditeur responsable, M. Maurice Madana. Si vous avez une question ou vous avez une suggestion à poser ou à donner à notre invité aussi ou à nous-mêmes, appelez-nous au numéro affiché au bas de votre écran ou vous rendez catégoriquement au bureau du journal situé à l'enceinte de l'Institut géographique du Congo, au croisement des avenues 24 novembre et le boulevard du 30 juin. Nous vous remercions. Au revoir, chers téléspectateurs.